Pense à un coffre ancien enterré sous la terre. De l'extérieur, il peut sembler simple, voire oublié, mais à l'intérieur, il cache des trésors que personne d'autre ne connaît. Sa valeur ne réside pas dans la démonstration de ce qu'il contient, mais dans le mystère de ce qu'il protège. C'est ainsi qu'est l'essence d'un homme, non pas à révéler tout ce qui le brise, mais à garder ce qui le renforce. Aujourd'hui, beaucoup pensent que s'ouvrir sans mesure est synonyme de courage. Que confesser chaque insécurité, chaque peur ou chaque chute le rend plus authentique. La réalité est autre. Chaque mot que tu livres sans filtre peut devenir une arme qui joue contre toi. L'admiration et le respect ne naissent pas de l'exposition de ta fragilité, mais de la démonstration de la discipline avec laquelle tu maîtrises ton intérieur. Les grands hommes ont compris cela. Épictète enseignait que le véritable pouvoir résidait dans le contrôle de ce qui dépend de toi, et ce qui dépend de toi est ton silence, ton calme et ta capacité à transformer la faiblesse en force. Les Spartiates se taisaient plus qu'ils ne parlaient, parce qu'ils savaient qu'un homme sans mystère perd le tranchant de sa présence. Et Marc Aurèle, entouré de guerres et de trahisons, n'a jamais cherché la compassion en révélant ses peurs. Il a préféré les écrire en privé et les transformer en philosophie pour se gouverner lui-même avant de gouverner le monde. Un homme qui avoue l'indu se désarme seul. Il perd son attrait lorsqu'il transforme la force en plainte, la sécurité en confession et le mystère en transparence vide. Parce que ce que tu ne contrôles pas finit par te contrôler, et quand tu livres tes secrets, tu livres aussi une partie du respect que les autres ont pour toi. Ce n'est pas un message de dureté vide. C'est un rappel que ta valeur se multiplie lorsque tu sais quoi partager et quoi transformer en feu interne. Être stoïcien ne signifie pas être de pierre, cela signifie avoir du contrôle. Et sur ce chemin, tu vas découvrir 8 secrets qui ne doivent jamais être révélés, non pas parce que tu dois te réprimer, mais parce qu'en les gardant, tu les transformes en ton plus grand bouclier. Un homme qui comprend cela n'a pas besoin de le prouver avec des mots. Sa seule présence parle pour lui. 1. Transforme tes insécurités en feu intérieur, pas en mots qui éteignent ton image. Un volcan n'annonce pas ses éruptions avec des mots. Il ne s'assoit pas pour raconter ses doutes, ni pour demander la permission d'exister. Il accumule simplement en silence la pression qui se transforme ensuite en feu et en pouvoir, qui change le paysage. C'est ainsi que fonctionnent aussi les insécurités d'un homme. Elles ne doivent pas se montrer comme des cendres qui salissent son image, mais se transformer en feu intérieur qui le pousse en avant. Ce qui détruit n'est pas d'avoir des insécurités, tout le monde en a. Ce qui détruit, c'est de les livrer comme des confessions qui affaiblissent la perception que les autres, et surtout une femme, ont de toi. La vérité est que les insécurités font partie de la nature humaine, mais un homme qui cherche le respect ne peut pas les traiter comme des excuses ou comme des confessions publiques, car chaque fois que tu verbalises tes doutes personnels, tu te retires de l'autorité et tu laisses voir des fissures qui peuvent être utilisées contre toi. Si tu dis que tu ne te fais pas confiance, que tu te sens inférieur, que tu n'es pas à la hauteur, ce que tu projettes n'est pas de l'honnêteté, c'est de la fragilité. Et la fragilité excessive tue l'attraction. Une femme ne cherche pas chez un homme un miroir de plainte. Elle cherche quelqu'un capable de se tenir debout au milieu de ses tempêtes, quelqu'un qui lui transmet de la certitude, même au milieu du doute. Marc Aurèle écrivait que l'esprit de l'homme est invincible s'il ne se laisse pas emporter par des impressions externes, et cela s'applique ici avec précision. Tes insécurités doivent se transformer en entraînement interne, en discipline quotidienne, en défis personnels qui te forgent, pas en mots qui détruisent l'image que tu projettes. Si tu reconnais que tu as peur de l'échec, utilise-le comme carburant pour travailler plus dur, pas pour le confesser dans un moment de faiblesse qui ne laisse qu'un goût de défaite. Si tu te sens inférieur aux autres, transforme ce sentiment en acier qui façonne ton caractère, pas en un discours que tu sèmes dans des oreilles qui te jugeront sévèrement par la suite. Les Spartiates ne révélaient jamais leur peur parce qu'ils comprenaient que la force se montrait dans la bataille, pas dans la confession.
Leur silence n'était pas de la lâcheté, c'était une stratégie, et c'est cette même stratégie que tu dois appliquer dans ta vie quotidienne. Chaque insécurité que tu tais n'est pas une répression, c'est une opportunité de construire une version plus forte de toi-même. Tu n'as pas besoin de parler de tes ombres pour les guérir. Tu as besoin de les affronter dans ta solitude, avec discipline, avec action, et avec la sérénité de celui qui ne cherche pas la compassion. Un homme qui transforme ses insécurités en feu intérieur marche différemment. Non pas parce qu'il a éliminé ses peurs, mais parce qu'il a appris à les maîtriser et à les transformer. Cette transformation silencieuse génère du respect, car les gens perçoivent de la fermeté, pas des doutes. Une femme respecte un homme qui reconnaît ses batailles, mais qui les combat en silence, car elle a le sentiment que son monde intérieur est un temple protégé, pas un marché ouvert où n'importe qui peut entrer et donner son avis. Rappelle-toi que l'attraction ne se maintient pas dans des confessions qui te rabaissent. Elle se maintient dans la façon dont tu gères ton énergie, dans la façon dont tu maîtrises ce que personne ne voit. Tes insécurités ne doivent pas être des chaînes que tu traînes. Elles doivent être des braises qui alimentent ton feu. Chaque fois que tu veux parler d'elles, demande-toi si tu le fais pour avancer ou si tu le fais pour chercher de la compassion. Si c'est la deuxième option, garde le silence, car le silence dans ce cas vaut plus que 1000 mots. Le respect ne se demande pas, il se gagne, et l'admiration ne se conserve pas en racontant des faiblesses, mais en démontrant que tu es capable de les surmonter sans entraîner personne avec toi. Transforme tes insécurités en ton entraînement secret, en ton feu caché, en ton moteur interne. Car un homme qui maîtrise ce qu'il tait, maîtrise aussi la façon dont il est vu, et cette maîtrise est ce qui sépare celui qui inspire de celui qui avoue simplement pour être compris. 2. Fais de ton passé un secret sacré, pas une arme que d'autres utilisent contre toi. Une rivière qui a déjà coulé ne revient jamais par le même lit, elle continue son chemin vers la mer et laisse derrière elle ce qu'elle a emporté dans son courant. Si la rivière s'arrêtait pour expliquer chaque pierre qu'elle a heurtée ou chaque branche qu'elle a portée, elle perdrait sa force, elle perdrait sa destination. C'est ainsi que fonctionne le passé d'un homme. Il doit couler et rester dans la mémoire comme une leçon, ne pas devenir une confession que d'autres peuvent utiliser comme un couteau contre lui. L'erreur de beaucoup est de parler de leurs anciennes erreurs comme si elles étaient des médailles ou d'ouvrir leur histoire intime, comme si l'admiration naissait de la transparence totale. Mais lorsque tu révèles chaque détail de ton passé, lorsque tu livres les chutes, les trahisons subies, les défaites ou les excès, ce que tu génères n'est pas le respect, c'est une perception de faiblesse. La femme qui t'écoute ne traite pas ton intention d'honnêteté, mais les images qui se forment dans son esprit, et ces images peuvent marquer à jamais la façon dont elle te perçoit. Un homme qui se respecte comprend que son passé est un dossier fermé. Il l'étudie pour ne pas répéter les erreurs. Il l'honore comme une leçon, mais ne l'expose pas comme une confession. Alexandre le Grand n'a pas eu besoin de raconter combien de fois il a douté sur son chemin. Il a simplement continué à avancer et à conquérir. Marc Aurèle ne s'est pas consacré à raconter les erreurs de sa jeunesse pour être compris, mais à écrire des réflexions qui lui rappelaient comment il devait vivre le présent. La grandeur ne repose jamais sur des confessions qui diminuent, mais sur la maîtrise de ce qui ne doit plus être révélé. Beaucoup croient que s'ouvrir est montrer de la confiance, mais la vérité est que trop s'ouvrir est perdre du pouvoir. Chaque mot que tu livres sur ton passé amoureux, tes excès, tes échecs financiers ou tes erreurs, reste dans la mémoire de celui qui t'écoute. Peut-être te dira-t-il que ce n'est rien, qu'il te comprend, mais le respect s'érode déjà. Parce que ce qui est confessé n'est pas oublié, et ce qui est confessé en excès change la façon dont tu es vu. Le stoïcisme enseigne que ce qui est déjà passé n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu agis maintenant. C'est pourquoi un homme doit porter son passé comme un coffre fermé, qu'il ouvre seulement quand il a besoin de se rappeler les leçons, jamais comme un livre ouvert pour que d'autres le lisent et le jugent.
Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas parler de tes anciennes relations, ne pas détailler tes erreurs de jeunesse, ne pas donner de chiffres ni d'explications sur ce qui appartient uniquement à ton histoire. Ce qui t'a forgé est ton secret sacré, ton trésor caché, pas l'arme de quelqu'un d'autre. Une femme respecte plus celui qui se projette vers l'avenir que celui qui vit en repassant ce qui a été. Le mystère génère de l'attraction, et le silence bien utilisé génère de l'admiration. Lorsque tu parles trop de ton passé, ton présent perd de son éclat. Mais lorsque tu fais de ton présent une œuvre solide, le passé cesse d'importer. Le conseil est simple mais profond. Honore ton histoire, sans la livrer comme une faiblesse. Transforme tes souvenirs en force, pas en confession. Laisse ton présent parler plus fort que tes anciennes batailles. Parce qu'un homme qui garde l'essentiel n'est pas froid, il est sage. Et cette sagesse se traduit par le respect, l'attraction et une image qui reste intacte face à n'importe quel regard. Un homme fort n'est pas celui qui raconte tout, c'est celui qui sait ce qui ne doit jamais être raconté. 3. Laisse ta vision être ta richesse visible, pas les chiffres dans ta poche. Un phare en haut d'une falaise n'a pas besoin de montrer combien de pierres le soutiennent, ni combien d'ouvriers ont travaillé à sa construction. Ce qui compte, c'est la lumière qu'il projette dans l'obscurité et comment cette lumière guide les bateaux vers la sécurité. Ainsi doit être aussi la vie d'un homme. Peu importe combien de billets il a dans son portefeuille, ni combien de zéros il a sur un compte, ce qui inspire vraiment le respect et l'attraction, c'est la direction qu'il transmet, la vision qui guide son chemin et la clarté avec laquelle il avance. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de parler trop d'argent, d'exposer des chiffres, de se vanter ou de confesser ce qu'ils gagnent et ce qu'ils perdent, comme si la valeur de leur présence dépendait des chiffres. Mais quand tu le fais, tu cèdes ton cadre, car tu réduis ton identité à quelque chose que n'importe qui peut mesurer, comparer ou juger. Une femme ne respecte pas l'homme qui transforme sa vie en statistique. Elle respecte celui qui projette de la fermeté sans avoir besoin de détailler les bilans. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton caractère, et c'est ce que tu dois montrer. L'argent peut monter et descendre, il peut se multiplier ou disparaître, mais la vision que tu as en toi, ta discipline, ton autocontrôle et ta direction dans la vie sont ce qui reste. Alexandre le Grand n'est pas devenu une légende parce qu'il comptait sa richesse, mais parce que son ambition et sa vision étaient si grandes que les autres voulaient le suivre. Marc Aurèle n'a pas laissé écrit combien d'or il avait, mais des pensées qui éclairent encore aujourd'hui des millions de personnes. Quand tu parles d'argent en détail, tu révèles de l'insécurité. Si tu te vantes trop, il est évident que tu as besoin de validation. Si tu confesses ce qui te manque, tu te mets dans une position vulnérable qui érode le respect. La bonne chose à faire est de garder ta vie financière comme une affaire privée, protégée, où la discipline et la direction parlent plus fort que les chiffres. Une femme n'a pas besoin de savoir combien tu as, elle a besoin de voir où tu vas, quelle est la clarté de ton chemin et la force de ton caractère. Dans la vie quotidienne, cela signifie quelque chose de très simple. Ne dis pas tes revenus exacts, ne révèle pas des dettes inutiles, ne te plains pas de ce que tu ne peux pas payer et ne te vante pas de ce que tu peux. Au lieu de cela, montre par tes actions que tu es un homme concentré, quelqu'un qui sait se gérer, quelqu'un qui n'est pas dominé par l'argent mais qui l'utilise comme un outil pour avancer. Le respect naît lorsque ta vision est plus grande que ton portefeuille. Un homme qui projette un but, qui a un horizon clair, qui fait preuve de discipline quotidienne, génère plus d'attraction que celui qui ne fait que répéter des chiffres. Parce que les chiffres changent, mais la vision reste. Une femme perçoit plus de valeur chez quelqu'un qui construit sans avoir besoin d'expliquer tout, qui avance en silence, qui montre des résultats avec sa présence et non avec des confessions. Rappelle-toi que le mystère s'applique aussi ici. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta vie financière comme un livre ouvert. La richesse la plus puissante que tu peux montrer est ta capacité à garder le contrôle et à marcher vers ta vision avec une démarche ferme.
Cela inspire le respect, cela génère de l'attraction. C'est ce qui reste quand les chiffres changent. En conclusion, ton argent ne doit pas être ta carte de visite, ta vision si. Laisse ton focus et ta direction parler plus fort que les zéros sur un compte. Parce qu'un homme se mesure par sa capacité à se soutenir et à diriger, pas par la confession de ses chiffres. Et quand tu apprends à te taire sur cet aspect, tu conserves l'admiration intacte, tandis que ta vision devient la véritable richesse que tout le monde peut voir. 4. Affronte tes peurs comme un guerrier silencieux, pas comme un homme qui cherche refuge. Un aigle n'annonce pas sa peur de la tempête, il ouvre simplement ses ailes et s'élève au-dessus d'elle. Alors que d'autres animaux cherchent des grottes et des abris, l'aigle comprend que sa grandeur réside dans le défi des vents et le vol plus haut où le danger ne peut l'atteindre. C'est ainsi que les peurs doivent être affrontées dans la vie d'un homme, non pas avec des mots qui révèlent la vulnérabilité au monde, mais avec la discipline silencieuse de celui qui transforme chaque peur en carburant pour grandir. Nous avons tous des peurs, le nier serait naïf, mais ce qui différencie un homme respecté d'un homme faible, c'est la façon dont il les gère. L'erreur est de confesser ouvertement ce qui le brise de l'intérieur, cherchant du réconfort comme si cela le rendait plus authentique. La réalité est que chaque fois qu'un homme verbalise ses peurs les plus profondes devant une femme, sans les avoir d'abord maîtrisées, il érode la perception de fermeté et de sécurité qu'elle a de lui. Car à ce moment-là, il ne se projette plus comme un roc, mais comme quelqu'un qui demande du soutien au lieu de le donner. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais la façon dont nous l'interprétons. Tes peurs existent, mais elles n'ont pas à se transformer en confessions qui détruisent ton image, mais en défis silencieux qui renforcent ton caractère. Pense aux Spartiates qui ne parlaient pas de leur peur avant la bataille. Ils avançaient simplement avec la certitude que le silence était plus puissant que la lamentation. Le courage ne se mesure pas en mots, il se mesure en présence. Un homme qui cherche refuge dans des confessions émotionnelles excessives transmet qu'il ne peut pas porter son propre fardeau. Cela crée de la méfiance, car la femme perçoit que si tu ne peux pas maîtriser tes peurs, tu ne pourras pas non plus soutenir ce dont elle a besoin. En revanche, lorsque tu les affrontes en privé, lorsque tu travailles sur eux sans les exposer, tu projettes une force naturelle. Cette force inspire le respect et attire parce qu'elle perçoit l'authenticité, pas la dépendance. Dans la vie quotidienne, cela signifie que si tu as peur de l'échec, ne l'utilise pas comme sujet de conversation, utilise-le comme moteur de préparation. Si tu crains la solitude, ne la confesse pas en cherchant de la compassion, transforme-la en discipline pour apprendre à être bien avec toi-même. Si tu te sens incertain sur ton chemin, ne le verbalise pas comme une plainte, canalise-le en heures de travail qui montrent la direction. La peur ne doit pas être ta confession, elle doit être ton gymnase interne. Marc Aurèle l'a compris au milieu des guerres, lorsqu'il a écrit que le véritable pouvoir était de contrôler l'esprit face au chaos. Il ne se consacrait pas à raconter ses peurs à ceux qui l'entouraient, il les transformait en réflexions qui lui donnaient la clarté pour gouverner. Alexandre le Grand, même avec la peur de tout perdre, n'a pas montré de faiblesse à ses hommes. Il a choisi d'agir et de diriger. Tous deux comprenaient qu'un homme qui reste debout en silence face à ses peurs projette la grandeur, tandis qu'un homme qui cherche refuge dans les confessions perd de l'autorité. Rappelle-toi que l'attraction ne naît pas de la perfection, elle naît de la certitude. Une femme n'attend pas que tu n'aies pas de peur, elle attend que tu saches les maîtriser. Et cette différence est cruciale, car un homme qui se brise en parole perd le respect, tandis qu'un homme qui se renforce en silence inspire l'admiration. La peur peut être ton bourreau ou ton maître. Si tu la confesses sans contrôle, elle devient une chaîne, mais si tu l'affrontes en silence, elle devient une épée. Et tout homme qui choisit l'épée de l'autocontrôle marche avec la présence du guerrier qui n'a pas besoin d'expliquer ses batailles, car sa seule fermeté démontre qu'il est déjà en train de les gagner. 5. Enterre tes trahisons comme de vieux os. Ne les porte pas comme des chaînes dans le présent.
Un bateau qui décide de prendre la mer ne peut pas avoir des ancres pendantes de tous les côtés, car peu importe combien de voiles il lève et combien de vent il reçoit, ces ancres le couleront avant d'atteindre sa destination. Les trahisons sont comme ces ancres. Si tu continues à les montrer et à en parler, peu importe combien tu prétends avancer, il y aura toujours quelque chose qui te tirera vers le fond. La grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à couper ses chaînes et à naviguer avec la coque propre, laissant la mer du présent être plus forte que les tempêtes passées. Quand tu décides de confesser chaque trahison que tu as subie, chaque tromperie, chaque déception, ce que tu fais, c'est traîner des ancres à la vue de tous. Tu penses que c'est de l'honnêteté, mais en réalité, c'est un cri de faiblesse. Une femme qui entend comment tu mentionnes encore ce qu'on t'a fait, comprend que ton passé continue de gouverner ton présent. L'admiration s'érode parce qu'elle comprend que tu ne maîtrises pas encore ta propre histoire, que tu es toujours ancré dans ce que les autres t'ont fait et non dans ce que tu as choisi de construire après. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne dépend pas de toi doit être accepté et laissé derrière. Ce que les autres ont fait appartient à leur caractère, pas au tien. Si tu choisis de porter ces trahisons comme des chaînes, tu finis par te définir par les actes des autres. Mais si tu choisis de les lâcher, tu te définis par ta capacité d'autocontrôle. Épictète l'a dit clairement, ce ne sont pas les faits qui blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Quand tu enterres une trahison, tu ne nies pas qu'elle a eu lieu, mais tu lui retires son pouvoir sur toi. Marc Aurèle, entouré de conspirations, n'a pas écrit sur les noms de ceux qui l'ont trahi, il a écrit sur l'importance du calme et de la tempérance. Alexandre le Grand a été blessé plus d'une fois par la déloyauté de ceux qui l'entouraient, mais il n'a pas fait de ses trahisons son étendard. Il a continué à avancer avec la conviction que sa vision était plus grande que la blessure. Les Spartiates savaient que regarder en arrière à la recherche de plaintes affaiblissait le guerrier, et c'est pourquoi ils marchaient la tête haute sans s'arrêter pour se souvenir de qui les avait trahis. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par arrêter de répéter les histoires de ceux qui t'ont trompé ou t'ont laissé tomber, par ne pas utiliser tes cicatrices comme monnaie pour demander de la compassion, par ne pas ouvrir tes blessures devant une femme en espérant de la compréhension. Parce que ce que tu projettes n'est pas de la noblesse, c'est de la fragilité. Le respect se conserve lorsque tu démontres que les trahisons sont derrière toi, que tu as appris et que tu as avancé sans avoir besoin de les porter comme des trophées de douleur. Une femme admire un homme qui se montre résilient, pas un homme qui ravive chaque blessure à la recherche de validation. L'attraction s'éteint lorsque ton discours est une plainte constante, car l'énergie masculine cesse d'être un rocher et devient une victime. Mais quand tu marches avec légèreté, quand tu projettes que rien du passé ne peut te retenir, ta présence devient plus ferme et plus magnétique. Le conseil est clair, coupe les ancres et continue à naviguer. N'utilise pas les trahisons comme des chaînes, ni comme des confessions qui détériorent ton image. Fais-en ton apprentissage privé et laisse la mer de ton présent être plus grande que les tempêtes que tu as laissées derrière toi. Un homme qui sait enterrer ses trahisons démontre que sa route ne dépend pas de ce qu'on lui a fait, mais de ce qu'il est décidé à construire. C'est le type d'homme qui ne demande pas de respect, il l'impose par la façon dont il marche sans regarder en arrière. 6. Forge tes faiblesses en acier avant de les montrer, ne livre jamais du fer fragile. Un forgeron ne montre pas au peuple le métal mou tout juste sorti du feu, car il sait qu'il n'a pas encore de forme, qu'il peut se plier facilement et se briser d'un coup. Il attend, travaille, frappe encore et encore, jusqu'à ce que ce fer devienne de l'acier solide et tranchant. Ce n'est qu'alors qu'il l'expose, car ce n'est plus une pièce faible, mais un outil qui inspire le respect. C'est ainsi que les faiblesses d'un homme doivent être traitées, non pas comme des confessions qui livrent la fragilité instantanément, mais comme des processus internes qui sont forgés en silence jusqu'à se transformer en force. La tentation de parler de tes faiblesses avant de les maîtriser est grande, car le monde te répète que la vulnérabilité te rend plus humain.
Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la vulnérabilité mal gérée n'inspire pas l'admiration, elle inspire la pitié. Et un homme qui est vu avec pitié perd le respect et l'attraction, car son cadre se brise. Une femme ne veut pas entendre que tu ne peux pas gérer tes batailles. Elle veut sentir que, même avec des difficultés, tu as la force de les affronter sans entraîner personne avec toi. Le stoïcisme enseigne que ce qui te frappe doit devenir une discipline. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Ce qui gêne sur le chemin devient le chemin. Tes faiblesses ne doivent pas être cachées éternellement, mais elles ne doivent pas non plus être montrées prématurément. Tu dois d'abord les travailler en solitude, les affronter jusqu'à ce qu'elles ne soient plus des chaînes, mais des marches. Ce n'est qu'alors, lorsque tu décideras de parler d'elles, qu'elles ne seront plus des confessions qui te fragilisent, mais des témoignages qui inspirent. Pense à Alexandre le Grand. Il ne s'est jamais présenté à ses hommes en avouant des doutes incontrôlés. Au contraire, il montrait la version déjà forgée de lui-même. Ces gens le suivaient parce qu'ils voyaient de l'acier dans son caractère, pas du fer fragile. Les Spartiates, dans la même veine, ne partageaient jamais leurs peurs tant qu'ils ne les dominaient pas, car ils comprenaient que la guerre ne pardonne pas la faiblesse exposée. Ils savaient que la vulnérabilité pouvait être travaillée en privé, mais sur le champ de bataille, seule la force devait être montrée. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par éviter de parler de ce que tu n'as pas encore surmonté. Si tu luttes contre l'insécurité, ne la transforme pas en sujet de conversation. Transforme-la en discipline quotidienne jusqu'à ce que tu marches naturellement. Si tu apprends à contrôler ton tempérament, ne le confesse pas comme un défaut ouvert, montre par tes actions que tu le maîtrises. Si tu ressens de la peur, ne l'utilise pas comme une confession, transforme-la en courage par la pratique constante. Tes batailles internes sont pour toi, pas pour les exposer comme du fer faible que n'importe qui peut juger. Une femme respecte l'homme qui sait construire en silence et montrer des résultats. Quand tu partages quelque chose, cela doit être parce que tu l'as déjà travaillé, parce que maintenant, ce qui te pesait est devenu une partie de ta force. Cela génère de l'admiration, car cela communique la maîtrise de soi, pas la dépendance émotionnelle. Personne ne respecte le forgeron qui se plaint de la chaleur du feu, il respecte celui qui livre l'épée finie. Le conseil est direct, ne montre pas de fer fragile, car chaque confession immature ouvre des fissures dans ton image. Forge d'abord tes faiblesses, transforme-les en acier avec discipline, constance et maîtrise de soi. Quand tu y arriveras, tu n'auras plus besoin de parler beaucoup. Ta simple présence montrera ce que tu as travaillé en silence. Un homme qui comprend cela n'a pas besoin de justifier ses processus, car les résultats parlent plus fort que toute confession. Et cette maîtrise est ce qui maintient le respect, l'attraction et l'admiration intactes. 7. Marche avec la certitude de celui qui avance, même si tes doutes ne brûlent qu'en toi. Un capitaine en pleine mer ne s'arrête pas devant son équipage pour avouer qu'il craint de couler, car il sait qu'un navire a besoin de cap plus que d'explications. Même si les doutes l'accompagnent en silence, il garde fermement la main sur le gouvernail et le regard sur l'horizon, car il comprend que s'il montre de l'hésitation, tous perdront confiance et le navire sera à la dérive. C'est ainsi qu'un homme doit marcher face à la vie et face à une femme, avec la certitude de celui qui avance même quand en lui le doute brûle comme un feu caché. Le doute est inévitable, tous les hommes le ressentent. Se demander si le chemin choisi est le bon, si les décisions porteront leurs fruits, si l'on a la force suffisante. Mais une chose est d'avoir ces questions en tête, et une autre très différente est de les exposer comme des confessions qui minent ton image. Lorsque tu révèles ton indécision sans contrôle, ce que tu projettes est l'insécurité, et l'insécurité tue le respect. Une femme ne veut pas entendre que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Elle veut voir que même si tu trébuches, tu continues à marcher avec une direction. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas d'éliminer le doute, mais de le gouverner. Épictète répétait que nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais bien notre réponse à celles-ci.
Cette réponse est la clé. Tu peux douter en toi, mais ton extérieur doit refléter le calme, la certitude et la discipline. Marc Aurèle, malgré le fait de gouverner un empire sous pression, ne s'est jamais présenté devant son peuple en avouant ses incertitudes. Il les a écrites dans ses méditations privées pour les transformer en sagesse. Il comprenait qu'un leader n'inspire pas en parlant de ses vides. Il inspire en se montrant ferme, même s'il livre des batailles silencieuses à l'intérieur. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à contenir tes hésitations. Si tu ne sais pas quelle décision prendre au travail, ne confesse pas ta paralysie. Dirige-toi vers ce que tu crois être juste et apprends dans le processus. Si tu doutes d'un projet, ne l'utilise pas comme sujet de conversation en cherchant une validation. Agis et laisse les résultats parler. Si en toi tu te demandes si tu es suffisant, ne le déclare pas en attendant de la compréhension. Montre avec discipline que ta valeur se confirme dans ce que tu construis chaque jour. Les Spartiates comprenaient que le doute devait être gardé, non pas parce qu'il n'existait pas, mais parce que l'exposé affaiblissait le groupe. Leur force résidait dans le fait de marcher unis, de marcher comme si la peur ne les touchait pas, parce qu'ils savaient que la certitude partagée était plus puissante que les doutes individuels. Alexandre le Grand le comprenait aussi, et bien qu'il affrontait en lui-même des incertitudes gigantesques devant ses soldats, il se montrait décidé, car il savait que la fermeté inspire confiance et que la confiance déplace des armées. Une femme perçoit immédiatement lorsqu'un homme doute trop de lui-même, et cette perception érode l'attraction. Non pas parce qu'elle attend la perfection, mais parce qu'elle cherche à sentir qu'il y a quelqu'un capable de se tenir debout, même dans la tempête. Le doute confessé sans contrôle génère de la distance, tandis que le doute dominé en silence génère de l'admiration. Le conseil est clair, accepte tes doutes, mais ne les livre pas comme des confessions qui éteignent ton image. Marche comme le capitaine qui n'a pas besoin de crier la sécurité, il maintient simplement le cap ferme même si la mer est agitée. Laisse tes pas transmettre la certitude, même si en toi tu travailles en silence pour la renforcer. Un homme qui comprend cela n'est pas irréel, il est authentique, car il reconnaît que le doute existe, mais choisit de ne pas le transformer en un poison qui contamine sa présence. Ce choix est celui qui maintient le respect vivant et transforme son chemin en une route que d'autres désirent suivre. Se défendre, c'est tomber dans le piège. Chaque fois que tu expliques, que tu justifies, que tu cours après une accusation, tu donnes le pouvoir à celui qui te pointe du doigt. Tu leur donnes le cadre, l'attention et le récit. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en réaction. La vraie maîtrise naît lorsque tu apprends à ne pas bouger, lorsque ton silence pèse plus que 1000 mots, lorsque ta présence seule devient une réponse impossible à briser. Celui qui ne se défend pas déconcerte. L'accusateur attend ton agitation, ton désespoir pour clarifier, mais en ne lui donnant pas, tu le déshabilles. Ton calme le transforme en bouffon devant tout le monde, parce que pendant qu'il crie, tu restes intact, comme si ces mots ne méritaient même pas ton souffle. Cette indifférence n'est pas passivité, c'est une stratégie. C'est l'art de Machiavel transformé en arme psychologique. Faire en sorte que l'ennemi s'épuise seul jusqu'à se détruire avec son propre poison. Cette vidéo est un avertissement et, en même temps, une clé. Elle te montrera comment utiliser le silence comme une épée, comment renvoyer les accusations sous forme de miroir, comment maîtriser ta présence sans avoir besoin de parler, et même comment disparaître pour que ton absence vaille plus que ta défense. Ici, tu n'apprendras pas à plaire ni à gagner l'approbation de quiconque. Tu apprendras à construire une aura qui intimide, qui protège et qui oblige les autres à te défendre à ta place. Reste jusqu'à la fin, parce que ces 8 leçons ne vont pas seulement changer la façon dont tu affrontes les conflits, mais elles t'apprendront quelque chose de plus grand, que le pouvoir n'est pas dans la parole, mais dans la décision de ne rien dire du tout. 1. Ne te défends jamais. C'est comme un château construit sur un roc solide, qui n'a pas besoin de lever des drapeaux ni de lancer des flèches chaque fois que quelqu'un le pointe de l'extérieur.
Le château reste debout, imposant, parce qu'il sait que ses murs parlent plus que toute justification. C'est ainsi que fonctionne le véritable pouvoir. Il ne réside pas dans la course pour nettoyer ton nom, ni dans l'explication au monde de ce que tu es, mais dans le fait de rester immobile, en silence, laissant la tempête s'écraser contre ta solidité. Se défendre est un réflexe instinctif, mais cet instinct est l'arme que tes ennemis attendent. Au moment où tu ouvres la bouche pour clarifier, tu confirmes que l'accusation a touché quelque chose en toi. Ta défense devient la preuve qui n'existait jamais. C'est comme entrer dans un jeu où toutes les règles sont contre toi. En te justifiant, tu cèdes la scène et le pouvoir narratif à l'autre, et tu passes d'être le protagoniste de ta vie à être un acteur secondaire dans le scénario que ton adversaire a écrit. Ne jamais se défendre n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Cela signifie que ton silence pèse plus que tout discours. L'accusateur cherche ta réaction, parce qu'il sait que dans la chaleur de l'explication, tu te dévoileras. Mais s'il ne l'obtient pas, si ton calme le confronte comme un miroir froid, sa propre insécurité est exposée. Ce qui était censé être une attaque devient une confession involontaire de faiblesse. C'est la force de celui qui ne se défend pas. Il oblige l'autre à se détruire seul devant les yeux de tous. Pense à la vie quotidienne. Dans une réunion de travail, quelqu'un te lance une critique injuste. Si tu réponds immédiatement, tu seras pris dans son jeu. Mais si tu gardes le silence, si tu soutiens le regard avec sérénité et laisses les mots se dissiper dans l'air, les autres commenceront à questionner l'accusateur, pas toi. Dans une dispute de couple, quand l'autre cherche à provoquer, te défendre, c'est allumer le feu. Tandis que garder le silence et montrer l'équanimité, c'est l'éteindre sans effort. Même dans l'arène numérique, où tout le monde cherche ta réaction, ne pas répondre est le coup le plus mortel, car il laisse l'adversaire parler seul, s'épuisant dans son propre écho. Machiavel savait que le pouvoir se construit dans la perception. Celui qui se défend semble supplier pour la compréhension. Celui qui ne le fait pas semble intouchable. C'est la différence entre la fragilité et la grandeur. Lorsque tu choisis de ne pas te défendre, tu envoies un message invisible mais percutant. Je n'ai pas besoin de ton approbation, je n'ai pas besoin de nettoyer mon image, parce que ce que je suis est au-dessus de tes mots. Celui qui apprend à ne jamais se défendre découvre un nouveau terrain, où le silence devient autorité, où l'absence de réaction crée un mystère impossible à pénétrer. C'est là que le véritable pouvoir s'installe, non pas dans les arguments que tu lances, mais dans ceux que tu décides de ne jamais prononcer. 2. Transforme l'accusation en un miroir. Une rivière trouble ne contamine jamais le ciel qui la reflète. L'eau peut être sale, elle peut charrier des branches et de la boue, mais le ciel à sa surface reste intact, immense, imperturbable. C'est ainsi que tu dois apprendre à répondre aux accusations, non pas en te défendant, mais en renvoyant l'image à celui qui l'a lancée, en lui montrant que son attaque ne parle pas de toi, mais de lui-même. Quand quelqu'un t'accuse, ce qu'il fait vraiment, c'est se révéler. Il te montre son envie, son insécurité, ses manques. Si tu te précipites pour t'expliquer, tu renforces son accusation, comme si elle était légitime. Mais si tu la renvoies avec intelligence, si tu réussis à faire en sorte que ses mots restent pris dans le reflet, alors il est exposé à tous. Ce n'est pas toi qui es jugé, c'est lui qui finit sous le microscope. Transforme l'accusation en un miroir, et tu remarqueras un changement immédiat dans le pouvoir de la situation. Imagine quelqu'un qui te traite d'arrogant. Si tu sautes pour te justifier, tu as déjà perdu, car tu as reconnu que son opinion compte plus que ta fermeté. Mais si tu réponds calmement, « Curieux que tu me dises ça », ou simplement tu souris en laissant l'écho revenir, l'accusation devient un boomerang. Tout le monde commence à se demander pourquoi cette personne a-t-elle besoin de souligner cela. Qu'y a-t-il derrière son accusation? Celui qui essayait de te couler est pris dans son propre poison. Cette tactique ne consiste pas en une ironie bon marché, ni en des réponses sarcastiques, car cela te place aussi à son niveau. Il s'agit de projeter une telle sérénité que l'attaque rebondit sur toi comme si tu étais fait de marbre.
Ton objectif est de rediriger le regard du public vers l'agresseur, pas vers ta réaction. L'important n'est pas de nettoyer ton nom, mais que tout le monde voit d'où vient la saleté. Dans la vie sociale, cette stratégie est cruciale. Quand quelqu'un te diffame, évite de donner de longues explications. Sois un miroir. Fais remarquer par ton calme que l'attaque reflète plus son insécurité que ta réalité. Au travail, quand quelqu'un cherche à te discréditer devant un groupe, ne cours pas pour démonter son argument. Laisse ces mots devenir un portrait de sa peur de ta position. En privé, si ton partenaire t'accuse sans raison, ne tombe pas dans le cercle des cris et des explications sans fin. Montre par ton attitude que ce qui a été dit est un reflet de ce qu'il ou elle porte en lui ou elle. Même sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un lance de la haine gratuite, le silence et l'absence de réaction font que les gens lisent entre les lignes et remarquent que le problème n'est pas en toi, mais en celui qui insiste pour parler. Machiavel savait qu'en politique et en guerre, celui qui contrôle la perception gagne plus que celui qui verse du sang. Ici, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'être coupable ou innocent, il s'agit de qui réussit à diriger l'attention. Quand tu transformes l'accusation en miroir, tu retires le focus de toi et tu le mets sur l'autre. Celui qui crie finit par être observé, et toi, dans ton calme, tu deviens le juge invisible qui n'a pas besoin d'un estrade pour dominer la scène. Celui qui apprend à renvoyer les accusations découvre qu'il n'y a pas d'attaque qui ne contienne au fond une confession. Chaque accusation révèle l'ombre de celui qui la lance. Tu n'es pas la cible, tu es juste la toile où l'autre projette ses peurs. Et si tu comprends cela, tu ne te sentiras plus jamais blessé, car tu sauras que les mots des autres ne sont que des miroirs brisés qui ne peuvent pas tacher ton reflet. 3. Fais du silence ton arme la plus mortelle. Un tonnerre impressionne, mais c'est le silence avant la tempête qui génère vraiment la peur. La pause, le calme absolu, le vide de bruit qui annonce que quelque chose d'immense est sur le point de se produire. C'est ainsi que ton silence devient une arme. Il ne s'agit pas de rester silencieux par manque de mots, il s'agit d'utiliser l'absence de réponse comme la plus percutante de toutes les réponses. Dans un monde où tout le monde se précipite pour parler, pour justifier, pour expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, ton silence devient un coup sec qui déconcerte. L'accusateur attend de la résistance, il attend un débat, il attend que tu entres dans son jeu. Quand tu ne le fais pas, tu le désarmes, tu le laisses exposer à son propre bavardage. Parce que rien ne génère plus d'inconfort chez celui qui attaque que de faire face à un mur qui ne répond pas. Le silence devient un miroir impitoyable qui l'oblige à s'écouter lui-même, et cela est toujours insupportable. Fais du silence ton arme la plus mortelle, et tu découvriras que tu n'as pas besoin de crier pour dominer. Imagine quelqu'un qui t'insulte devant les autres. Si tu réponds, tu alimentes le spectacle. Mais si ton visage reste ferme, si tes lèvres scellées projettent le calme, celui qui crie finit par ressembler à un enfant faisant une crise de colère. Les autres le remarquent. Le silence change le focus de la scène, te transforme en le fort et l'autre en le désespéré. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Le silence ne signifie pas soumission, cela signifie que tu sais évaluer le terrain et que tu choisis de ne pas te rabaisser. Pense à un jugement social, à un groupe d'amis, au bureau, à la famille. Celui qui se tait au bon moment oblige les autres à interpréter, et ce qu'ils interprètent est souvent beaucoup plus puissant que n'importe quel argument. Ton silence est un mystère, et le mystère pèse toujours plus que la justification. Dans un couple, le silence peut mettre fin à une dispute absurde, non pas avec une indifférence froide, mais avec un calme qui montre clairement que tu ne rentres pas dans le jeu de la provocation. Au travail, quand quelqu'un cherche à te discréditer, se taire n'est pas céder, c'est laisser les autres mesurer qui garde le contrôle et qui le perd. Sur les réseaux sociaux, le silence est encore plus mortel. Pendant que d'autres attendent ta réaction, ta décision de ne pas répondre transforme la voix de l'adversaire en un écho vide. Machiavel comprenait que le pouvoir ne se montre pas toujours par une force visible,
mais par une absence de mouvement. Le silence est cette ressource. Il ne t'épuise pas, il ne t'expose pas, il ne te rabaisse pas. Il oblige l'autre à s'épuiser, à s'exposer, à se rabaisser seul. C'est un champ de bataille où tu ne tires jamais, mais tu gagnes toujours. Le secret est de le maintenir fermement. Le silence faible se remarque, le silence ferme intimide. Ce n'est pas détourner le regard, ni se recroqueviller, c'est être présent, avec le dos droit, avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de se défendre, parce que son pouvoir parle pour lui. Ce silence est une lame invisible qui coupe plus que n'importe quel mot. Celui qui parvient à utiliser le silence comme une arme comprend qu'il n'y a pas de défense plus solide que l'absence de défense. Parce que le bruit passe, les voix s'éteignent, les accusations sont oubliées, mais l'image de quelqu'un qui est resté ferme en silence, sans tomber dans les provocations, reste gravée comme la marque d'un pouvoir qui n'a pas besoin de se démontrer. C'est le véritable coup. Faire parler ton silence plus fort que n'importe quel cri. 4. Maîtrise ta présence physique. Le lion n'a pas besoin de rugir pour que la jungle sache qu'il est là. Sa seule figure impose le respect, sa démarche transmet le pouvoir et son regard suffit pour que tout autour se taise. C'est la force d'une présence qui se maîtrise elle-même, qui ne dépend ni du bruit ni de la défense, mais de la manière dont elle occupe l'espace et fait sentir aux autres que rien ne peut la briser. Maîtriser ta présence physique ne se résume pas aux muscles ou à l'apparence, mais au contrôle absolu. Le corps parle avant les mots et révèle toujours ce que tu essaies de cacher. Le nervosisme se remarque dans les épaules tombantes, dans les mains agitées, dans les yeux qui ne savent pas soutenir un regard. Le pouvoir, en revanche, se perçoit dans le calme du visage, dans la quiétude des gestes, dans la fermeté d'une posture qui ne vacille pas. Quand quelqu'un t'accuse ou essaie de t'entraîner dans une confrontation, il n'observe pas seulement ce que tu dis, il observe comment tu le dis, comment tu te déplaces, comment tu respires. Si tes gestes sont agités, si ta voix tremble, son attaque se renforce. Mais si ton corps reste serein, si tes mouvements sont lents et ton regard stable, tu démontes son récit sans prononcer un mot. C'est l'avantage de celui qui maîtrise sa présence. Il transforme le langage corporel en un bouclier qu'aucune attaque verbale ne peut traverser. Dans un conflit de travail, par exemple, quelqu'un peut essayer de te ridiculiser devant les autres. Si tu réagis avec agitation, tu es pris à son jeu. Si tu gardes le corps droit, le regard calme et la voix posée, même dans le silence, tous percevront qui a le véritable contrôle. Dans une discussion personnelle, quand quelqu'un élève la voix cherchant à t'entraîner à la même fréquence, ta tranquillité corporelle devient un mur impossible à escalader. La maîtrise de la présence n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Celui qui réussit à transmettre de la sécurité avec son corps crée chez les autres l'impression que rien ne l'affecte. Cette perception est une arme, car elle génère des doutes chez l'adversaire. L'accusateur, en voyant que tu ne te laisses pas déstabiliser, commence à se demander pourquoi, commence à sentir que son attaque manque d'impact. C'est à ce moment que la balance du pouvoir penche en ta faveur sans que tu aies eu à te défendre. Machiavel comprenait que la politique et la guerre ne se gagnent pas seulement par des actions visibles, mais par la façon dont les autres perçoivent ta position. La présence physique est un théâtre de pure perception. Celui qui maîtrise ses gestes transmet de l'autorité même sans en avoir. Celui qui perd le contrôle de son corps est exposé comme faible même si ses mots sont forts. C'est la paradoxe. Les gens croient en ce qu'ils voient plus qu'en ce qu'ils entendent. Apprendre à contrôler sa respiration, à garder le dos droit, à soutenir le regard sans dureté mais avec fermeté, à se déplacer sans hâte et à parler sans trembler sont des détails simples qui construisent une aura d'autorité. Et quand cette aura est établie, les attaques deviennent minimes, les accusations semblent être des bruits lointains et la figure que tu projettes devient un symbole d'intouchabilité. Celui qui maîtrise sa présence physique n'a pas besoin de se défendre. Sa seule posture est la défense. Sa tranquillité parle plus fort que n'importe quel cri.
Tout comme le lion impose sans rugir, ton corps peut imposer sans avoir besoin d'expliquer. C'est la marque d'un pouvoir silencieux qui désarme, qui déconcerte et qui transforme chaque affrontement en une victoire avant de commencer. 5. Apprenez à disparaître. Les ombres ont un pouvoir que la lumière n'aura jamais. Elles apparaissent et disparaissent à volonté. Elles confondent, génèrent du mystère et s'échappent lorsque quelqu'un tente de les attraper. L'être humain, en revanche, s'accroche à la présence, au protagonisme, au désir d'être vu et entendu à tout prix. Mais celui qui sait disparaître, qui comprend l'art de se retirer au moment exact, possède un pouvoir qui déstabilise n'importe quel adversaire. Ne pas être là quand ils attendent votre réaction est un coup plus dévastateur que n'importe quel argument. La disparition stratégique ne signifie pas fuir ni se cacher. Cela signifie choisir quand et où être présent. L'erreur commune est de croire que rester sur la scène est toujours synonyme de force. En réalité, la surexposition vous affaiblit. Si vous répondez à chaque attaque, si vous êtes disponible pour chaque provocation, si vous apparaissez dans chaque conversation, vous devenez prévisible et facile à manipuler. En revanche, lorsque vous savez disparaître, vous créez un sentiment de vide et de mystère qui oblige les autres à penser à vous-même en votre absence. Imaginez un conflit social. Quelqu'un lance des critiques, attend votre réaction publique, cherche à vous entraîner dans un duel de mots. Si vous entrez, vous jouez son jeu. Mais si vous choisissez de ne pas apparaître, si vous vous retirez calmement et laissez l'écho résonner, ce que vous obtenez, c'est que tout le monde se demande pourquoi vous vous êtes tu, pourquoi vous n'étiez pas là, ce que signifie votre absence. Cette incertitude pèse beaucoup plus que n'importe quel discours. La disparition bien appliquée est un miroir qui reflète l'insécurité chez l'attaquant et, en même temps, vous élève comme une figure qui n'a pas besoin de se salir dans l'arène. Dans le milieu professionnel, disparaître peut être le coup maître lorsque l'on tente de vous provoquer en public. Vous n'avez pas à répondre lors de la réunion, vous n'avez pas à exposer votre énergie là où les autres s'attendent à la voir. Retirez-vous, laissez les voix s'épuiser d'elles-mêmes et revenez ensuite avec des actions concrètes qui parlent plus que n'importe quelle défense improvisée. Dans une relation personnelle, disparaître pendant une discussion absurde est aussi une façon de fixer des limites. Il ne s'agit pas d'ignorer par caprice, mais de montrer que vous ne participez pas à des jeux destructeurs. L'absence, dans ce cas, n'est pas une distance, c'est du contrôle. Même dans le monde numérique, où tout le monde semble être esclave de l'immédiateté, disparaître est un pouvoir. Ne pas répondre immédiatement, ne pas être disponible pour chaque attaque sur les réseaux sociaux, ne pas tomber dans le cycle infini de répliques et de contre-répliques, transforme votre figure en quelque chose qui ne peut pas être facilement manipulé. Votre silence, votre absence, votre manque de participation à la provocation créent une sensation de supériorité impossible à acheter avec des mots. Machiavel le comprendrait parfaitement. L'absence bien calculée est une forme de domination. Le prince qui n'apparaît pas dans chaque dispute ne s'épuise pas, il se renforce. Le leader qui ne répond pas à chaque provocation ne perd pas d'autorité, il l'augmente. Parce que les gens commencent à se demander ce qui l'a arrêté, ce qu'il planifie, quel pouvoir invisible soutient son calme. Cette intrigue devient une ressource psychologique qui joue toujours en votre faveur. Apprendre à disparaître, c'est en essence apprendre à contrôler le cadre. Celui qui attaque s'attend à une résistance immédiate, s'attend à vous voir pris dans son jeu. Quand ils n'y parviennent pas, quand votre absence coupe le spectacle, l'attaquant est exposé comme quelqu'un qui se bat contre l'air. Vous, en revanche, vous vous élevez comme quelqu'un qui décide quand participer et quand ne pas le faire. Ce contrôle est du respect pur. 6. Redirige sans te justifier. L'eau ne se bat jamais avec les rochers, elle les contourne. Elle ne se justifie pas pour le chemin qu'elle emprunte, elle coule simplement, s'adapte, redirige la force de l'obstacle jusqu'à le transformer en partie de son parcours. C'est la leçon.
Quand quelqu'un t'accuse, quand on cherche à te coincer, ta réponse ne doit pas être une défense désespérée, mais un mouvement élégant qui change le cours de l'attaque sans te livrer à elle. Se justifier, c'est se mettre soi-même les chaînes. Chaque explication ouvre une brèche que l'autre utilise pour pénétrer plus profondément sur ton terrain. Si tu dis « ce n'était pas comme ça », tu as déjà accepté le cadre de son jeu. Si tu essaies de prouver ton innocence, tu as déjà validé l'idée que tu devais prouver quelque chose. L'art de rediriger consiste à bouger comme l'eau. Tu ne te heurtes pas, tu ne discutes pas, tu ne supplies pas. Tu changes simplement de direction et tu forces l'autre à perdre son équilibre. Imagine une accusation en public. Quelqu'un te dit que tu n'as pas fait ton travail. La réaction commune serait de se précipiter pour donner des raisons, montrer des preuves, expliquer ce qui s'est passé. C'est tomber dans son piège. Rediriger serait de répondre calmement « Je suis intéressé à ce que tout soit clair. Nous le verrons en détail plus tard. » Tu ne t'es pas défendu. Tu n'as pas donné d'excuses, tu n'as pas alimenté l'attaque, tu as dévié l'énergie vers un terrain neutre où ils ne peuvent plus t'épuiser. L'accusateur attendait ton nervosité, ton besoin de nettoyer ton nom. Il ne l'a pas obtenu, et cela l'affaiblit devant tout le monde. Dans un couple, rediriger signifie ne pas entrer dans la dynamique des reproches qui ne finissent jamais. Si quelqu'un te lance une accusation absurde, au lieu de te justifier avec 1000 mots, tu peux répondre par une question qui les oblige à réfléchir. Qu'est-ce qui te fait te sentir de cette façon? La conversation change de direction et sans te justifier, tu as déjà désarmé la provocation. Socialement, quand quelqu'un cherche à t'exposer, rediriger, c'est retirer le focus de l'attaque et le porter sur l'essentiel. Qu'est-ce que cela apporte à ce dont nous parlons? Le coup se dissout et l'attention s'éloigne du théâtre qu'ils essayaient de monter. Dans le domaine numérique, la redirection est encore plus puissante. Chaque commentaire hostile cherche ta réaction immédiate. Si tu réponds par la défense, tu alimentes le feu. Si tu rediriges, montrant le calme et changeant le focus, l'attaque devient insignifiante. La clé est de ne pas donner la satisfaction de la bataille qu'ils attendent. L'eau ne demande jamais la permission, elle ne s'explique jamais. Elle trouve simplement une autre sortie. Machiavel enseignait que le pouvoir est perception. Lorsque tu rediriges sans te justifier, tu projettes la maîtrise parce que tu démontres que tu n'as pas besoin de te défendre, que tu décides comment et où répondre. Celui qui attaque reste coincé dans son propre vide, car sa force se dissipe sur un terrain où il ne peut pas t'attraper. La redirection est un contrôle invisible. Elle ne se voit pas comme un coup, mais elle déplace toute la scène en ta faveur. Apprendre cette compétence change ta façon d'être dans le monde. Tu découvres que tout ne mérite pas d'explication, que toute attaque ne mérite pas de réponse, que toute accusation ne mérite pas ton énergie. Rediriger, c'est choisir intelligemment où placer ta force, plutôt que de la gaspiller à justifier ce qui n'a pas besoin d'explication. Chaque fois que tu réussis à le faire, tu construis une réputation de fermeté et de calme qui intimide plus que n'importe quel discours défensif. Celui qui maîtrise la redirection devient quelqu'un qui n'est jamais coincé, parce qu'il a toujours une sortie. L'attaque se dissipe, l'accusation se dilue, et la figure qui reste est celle de quelqu'un qui contrôle le terrain avec un seul mouvement. 7. Construisez une aura d'intouchabilité. Le feu ne demande pas la permission de brûler. Celui qui s'approche trop se brûle. Celui qui essaie de le capturer se consume. Et pourtant, tout le monde le respecte parce qu'ils savent que son essence ne peut pas être contrôlée. C'est ainsi que doit être votre présence dans la vie sociale, professionnelle ou personnelle. Un feu qui n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Un pouvoir qui ne se défend pas, car il est entouré d'une atmosphère qui intimide et protège en même temps. C'est l'aura d'intouchabilité, un champ invisible qui repousse les attaques sans que vous ayez à lever le petit doigt. Construire une aura d'intouchabilité ne signifie pas devenir arrogant ou distant. Cela signifie cultiver une perception de force et de mystère si forte que peu de gens osent vous affronter. La plupart des gens vivent désespérés pour se montrer, pour clarifier, pour convaincre.
Cela les rend vulnérables. Lorsque vous projetez le calme, lorsque vous savez choisir vos mots, lorsque votre regard et votre posture transmettent une sécurité absolue, vous créez l'impression que rien ne peut vous toucher. Et à ce stade, il n'est plus nécessaire de se défendre, car personne n'ose attaquer directement. En pratique, cette aura est construite avec cohérence. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fort et ensuite réagir avec nervosité au premier contact. Vous ne pouvez pas parler de calme et ensuite exploser face à la critique. L'intouchabilité naît de la discipline interne. Contrôler les émotions, garder le silence quand il le faut, projeter une présence physique solide et rediriger les accusations avec élégance. Tout ce qui a été appris dans les leçons précédentes se font ici, pour donner forme à un pouvoir que les autres ressentent avant même de vous entendre parler. Imaginez un conflit au travail. Quelqu'un essaie de vous discréditer devant le groupe. Si vous réagissez avec anxiété, votre image s'effondre. Mais si votre aura est déjà construite, votre simple regard suffit à transmettre que vous n'avez pas besoin de répondre. Le reste du groupe le perçoit et immédiatement, le doute tombe sur celui qui vous a attaqué. Dans le domaine social, l'intouchabilité est encore plus évidente. Si quelqu'un essaie de vous diffamer, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, car ceux qui vous connaissent supposent déjà que l'attaque est fausse. Votre réputation solide fonctionne comme une armure invisible. Dans le couple, l'intouchabilité ne signifie pas froideur, mais stabilité. Cela signifie que vous n'êtes pas la proie de chantages émotionnels ou d'accusations injustifiées, car votre centre est si solide qu'il n'a pas besoin de se défendre. Cela génère du respect et élève la relation à un niveau plus conscient. Dans le domaine numérique, où la plupart des gens cherchent une réaction immédiate, votre aura d'intouchabilité transforme les provocateurs en bouffons, car votre calme fait perdre de la valeur à leurs attaques devant tout le monde. Machiavel savait que la perception est plus puissante que la réalité. Il ne suffit pas d'être fort, il faut paraître fort. Il ne suffit pas de résister, il faut projeter que vous êtes impossible à renverser. C'est l'essence de l'aura. Ce n'est pas seulement ce que vous êtes, c'est ce que les autres croient que vous êtes. Et lorsque votre image reflète le mystère, la fermeté et le calme, même les ennemis les plus bruyants réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre à vous. Construire ce champ nécessite de la patience. Ce n'est pas un geste isolé, c'est un schéma constant. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous défendre, chaque fois que vous vous taisez au lieu de vous justifier, chaque fois que votre présence physique impose la sérénité, vous nourrissez cette atmosphère invisible. Jusqu'à ce qu'un jour, vous découvriez que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, car votre simple existence suffit à faire taire les doutes et à éteindre les attaques. Celui qui atteint ce niveau comprend que la véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais dans le fait d'atteindre un point où personne n'ose les commencer avec vous. Les discussions ne sont pas gagnées par des cris, elles sont gagnées avec calme. Celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille, même s'il pense que crier démontre du pouvoir. La vérité est autre. Le respect naît lorsque tu réponds avec fermeté sans perdre ta sérénité. Dans un monde où tout le monde cherche à s'imposer par la force, celui qui sait garder son calme est vu comme quelqu'un qui ne se plie pas, quelqu'un qui maîtrise la situation. Pense à ceci. Les insultes sont oubliées, les cris se perdent, mais une réponse claire, ferme et sereine reste gravée dans la mémoire. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour te faire entendre, tu as besoin de caractère. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la force réside dans le fait de te dominer toi-même. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent, mais comment nous répondons. Et Sénèque savait que rien ne désarme plus un adversaire que de nous voir imperturbables. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à gagner des discussions, mais à les affronter avec intelligence émotionnelle. Il s'agit d'utiliser des phrases et des attitudes qui, appliquées dans la vie quotidienne, t'aident à protéger ta dignité, à établir des limites et à maintenir ta paix intérieure sans céder à la provocation. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas de la théorie.
Ce sont des outils pratiques pour faire taire l'autre sans recourir à la violence. Parce que la véritable autorité n'est pas bruyante, elle est ferme. La véritable force n'est pas dans l'imposition, mais dans l'inspiration du respect avec sérénité. Et quand tu apprendras à le faire, tu verras qu'il n'y a pas de discussion capable de te briser. 1. Réponds calmement, pas avec des cris. Un océan déchaîné semble avoir plus de force qu'un lac tranquille, mais quand la tempête arrive, la mer se heurte à elle-même et se roule jusqu'à perdre sa clarté, tandis que le lac, bien que silencieux, reflète parfaitement tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne le contrôle dans une discussion. Celui qui crie, s'agite et cherche à s'imposer par le bruit devient cette mer chaotique qui se frappe contre ses propres vagues. Mais celui qui choisit de répondre calmement devient ce lac qui, dans sa sérénité, montre une force inébranlable que l'autre ne peut ignorer. Lorsque quelqu'un élève la voix contre toi, la réaction automatique est de répondre de la même manière, de rendre le cri, d'augmenter le ton comme si la force résidait dans le volume. Mais tout ce que tu fais, c'est entrer sur le terrain de l'autre et t'épuiser dans un jeu où personne ne gagne. Les cris ne convainquent pas, ils ne font que saturer. La personne qui crie croit qu'elle contrôle, alors qu'en réalité elle montre sa plus grande faiblesse, l'incapacité de se maîtriser elle-même. Celui qui répond calmement ne signifie pas qu'il est faible ou qu'il accepte l'humiliation. Cela signifie qu'il sait que son pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser l'autre décider de sa réaction pour lui. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'elles. Et dans une discussion, ce qui détermine ton niveau de grandeur n'est pas ce qu'ils disent, mais comment tu choisis de répondre. Une réponse calme, ferme et claire coupe comme une lame invisible qui désarme l'autre. Quand quelqu'un te crie dessus en espérant que tu perdes le contrôle et voit que tu restes calme, il sent que son attaque rebondit sur un mur impénétrable. Ne te trompe pas, il ne s'agit pas de rester silencieux ou de permettre qu'on te marche dessus. Il s'agit de répondre avec un ton serein, avec des mots qui clarifient ta position, mais sans leur donner ta paix. Un « je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas crier » pèse plus que 1000 insultes. Une phrase ferme dite calmement a un impact qu'aucun cri ne peut atteindre. Le calme au milieu de la tension est une arme psychologique. Il déstabilise, met mal à l'aise et oblige l'autre à affronter son propre manque de contrôle. Si l'autre crie et que tu ne cries pas, il se voit lui-même comme quelqu'un de débordé face à quelqu'un qui garde son sang-froid. C'est là que naît le respect. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'inspires. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Ne pas imiter son bruit est ta victoire. Et Sénèque rappelait que la colère se punit toujours elle-même. Laisse l'autre s'épuiser dans sa tempête pendant que tu restes solide dans ton calme. C'est ainsi qu'un homme ou une femme de caractère démontre qu'il ne se rabaisse pas au niveau de ceux qui cherchent un conflit bon marché. Pratiquer cela n'est pas facile, car l'instinct naturel te pousse à te défendre avec le même feu que tu reçois. Mais entraîner le calme, c'est entraîner le pouvoir. Chaque fois que tu réussis à répondre sans crier, tu renforces ton esprit, tu construis du respect et tu enseignes sans mots que ta valeur ne réside pas dans la violence, mais dans la sérénité qui te rend maître de toi-même. Souviens-toi, le cri est un bruit vide qui se perd dans l'air, mais le calme est un écho qui reste dans la mémoire. Et celui qui maîtrise ce calme maîtrise la discussion sans avoir besoin de gagner par la force. 2. Reflète l'attitude de l'autre sans l'imiter. La lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, et pourtant elle illumine toute la nuit. Elle n'a pas besoin de rivaliser, elle n'a pas besoin d'inventer son propre feu. Il lui suffit de renvoyer ce qu'elle reçoit pour devenir impossible à ignorer. Dans une discussion, c'est la même chose. Tu ne gagnes pas en imitant l'énergie de l'autre, mais en la reflétant de manière consciente et stratégique, en lui montrant ce qu'il apporte sans te rabaisser à son niveau. Quand quelqu'un arrive avec hostilité, avec sarcasme ou avec ce besoin de s'imposer à tout prix, ton instinct peut être de répondre de la même manière.
mais cela signifie seulement tomber dans son jeu et devenir une copie de son désordre. La clé n'est pas d'imiter, la clé est de refléter, c'est-à-dire montrer l'essence de son attitude, mais depuis un lieu de calme et de fermeté, où tu contrôles la scène et il est exposé. Pense à ce qui se passe quand quelqu'un crie et que tu réponds avec sérénité. Ce contraste non seulement souligne sa perte de contrôle, mais oblige aussi les autres à remarquer la différence entre un caractère qui déborde et un autre qui reste ferme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour démontrer ta force. Tu as besoin de refléter la sienne pour qu'il soit clair qui domine la situation. Dans une réunion, par exemple, si quelqu'un interrompt constamment, tu peux répondre avec des phrases posées comme « Je t'écoute, maintenant laisse-moi finir » ou « Je comprends ton point de vue, mais j'ai besoin que tu me laisses parler ». Tu ne l'insultes pas, tu ne l'imites pas, mais tu lui montres exactement ce qu'il fait. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton permission. En reflétant l'attitude de l'autre, tu ne cèdes pas ton contrôle, tu l'affirmes. Marc Aurèle rappelait que l'homme fort ne réagit pas par impulsion, mais agit à partir de la raison. C'est l'essence de ce principe. Laisser l'autre se faire piéger dans son propre reflet pendant que tu avances avec sérénité. Le miroir ne change jamais ce qu'il montre, mais il ne se salit pas non plus avec l'image qu'il reçoit. Tu devrais être pareil. Si quelqu'un te parle avec arrogance, réponds avec clarté. Si quelqu'un essaie de s'imposer, réponds avec fermeté, mais sans agression. C'est un jeu psychologique puissant. Tu forces l'autre à voir son propre visage dans ta réponse. Et ce reflet dérange plus que n'importe quel cri. Sénèque disait que la colère se punit toujours elle-même. En reflétant sans imiter, tu permets à l'autre de s'emmêler dans son propre feu pendant que tu restes intact. Cette capacité non seulement protège ta dignité, mais aussi élève ton image devant ceux qui observent. Dans n'importe quel environnement, travail, famille, amis, la personne qui garde son sang-froid inspire toujours plus de respect que celle qui perd la tête. Refléter ne signifie pas se taire ni permettre des abus. Cela signifie répondre avec intelligence. Par exemple, quand quelqu'un te lance des ironies, tu peux répondre avec des phrases comme « Je ne suis pas là pour jouer, parlons clairement » ou « Si tu veux vraiment communiquer, fais-le sans sarcasme ». À ce moment-là, tu n'entres pas dans sa dynamique, mais tu ne cèdes pas non plus ton espace. Tu restes comme ce miroir qui renvoie ce qu'il reçoit, mais depuis un angle qui expose la vérité. La pratique de ce principe renforce ton caractère. Chaque fois que tu l'appliques, ton esprit apprend qu'il n'a pas besoin de se laisser emporter par la provocation. Tu découvres que tu peux te défendre sans devenir une copie de ce que tu affrontes. C'est un entraînement silencieux, mais il transforme la façon dont les autres te perçoivent, comme quelqu'un qui ne joue pas sur le terrain du chaos, mais qui domine le sien. Reflète sans imiter, répond sans crier, expose sans tomber dans le piège. 3. Établis des conditions pour le dialogue. Les portes d'une forteresse ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Un appel clair, une autorisation consciente et le respect de certaines règles sont nécessaires pour que quelqu'un franchisse ses murs. Une discussion devrait fonctionner de la même manière. Ce n'est pas un terrain ouvert pour que n'importe qui décharge sa colère. C'est un espace que tu contrôles et dans lequel tu décides sous quelles conditions tu participes. Celui qui établit ces conditions ne protège pas seulement sa dignité, il fait immédiatement la différence entre un conflit sans direction et un dialogue qui peut avoir un sens réel. Au milieu d'une confrontation, la plupart agissent comme s'ils n'avaient pas le choix. Si quelqu'un crie, ils crient en retour. Si quelqu'un presse, ils répondent avec la même intensité. Ils oublient quelque chose d'essentiel. Tu as le droit de décider comment, quand et dans quel ton tu participeras à une conversation. Ce droit est ton bouclier et établir des conditions claires est le moyen de le rappeler. Il ne s'agit pas d'imposer avec violence. Il s'agit de fixer les limites qui préservent ta paix et font comprendre à l'autre que tu n'es pas prêt à jouer sur son terrain. Imagine que quelqu'un s'approche de toi avec agressivité, cherchant à te provoquer. Tu peux répondre par des phrases qui expriment ta position sans tomber dans le piège. Nous pouvons parler, mais pas de cette façon.
Si tu veux que je t'écoute, nous devons baisser le ton. Le respect est la condition pour continuer. En prononçant ces mots, tu transformes la dynamique, car tu n'es plus à la merci de son impulsion. C'est toi qui définis le cadre de l'échange. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut te faire perdre ta paix intérieure sans ton consentement. Marc Aurèle conseillait de se rappeler que l'esprit est maître de lui-même et que les actions des autres ne doivent pas rompre ton équilibre à moins que tu ne le permettes. En établissant des conditions, tu appliques cette sagesse. Tu décides quelle énergie tu acceptes et laquelle tu rejettes. C'est une façon de dire, sans crier, que ta dignité n'est pas à vendre et que ta tranquillité n'est pas un terrain facile à envahir. Ce principe a un pouvoir psychologique profond. L'agresseur s'attend à ce que tu entres dans son jeu, mais en fixant des conditions, tu le forces à s'arrêter et à reconsidérer. Tu n'attaques pas, tu ne renvoies pas d'insultes, tu montres simplement qu'avec toi, on ne dialogue pas sans respect. Cette pause, ce malaise qui se crée, est le premier signe que le contrôle est de ton côté. Sénèque avertissait que la colère conduit toujours à la destruction de celui qui la cultive. En refusant d'entrer dans un dialogue dans ces conditions, tu protèges non seulement ton énergie, mais tu empêches aussi que le feu de l'autre te consume. Tu apprends à distinguer ce que tu peux contrôler, ta réponse, et ce que tu ne peux pas, son attitude, et cette clarté est ce qui te rend respecté, même au milieu de la tension. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut te sauver de conflits inutiles. À la maison, face à un partenaire qui discute avec un ton élevé, tu peux répondre calmement « Je veux parler, mais pas de cette façon ». Au travail, si un supérieur ou un collègue tente de s'imposer avec pression, tu peux fixer ta limite avec respect « Je suis prêt à collaborer, mais pas si nous continuons sur ce ton ». Ces phrases ne sont pas évasives, ce sont des ancres qui montrent que tu participes, mais selon tes règles. Au final, établir des conditions pour le dialogue n'est pas seulement une tactique pour gagner du respect dans les discussions, c'est aussi un acte d'amour-propre. Il enseigne aux autres comment ils doivent s'approcher de toi, et en même temps, il t'enseigne que ta voix n'a pas besoin de s'élever pour être entendue. 4. Apprends à fermer la porte. Un feu peut grandir tant qu'il a de l'oxygène, mais dès que tu fermes l'entrée d'air, il s'éteint. Peu importe son intensité apparente. Il en va de même pour de nombreuses disputes. Elles se nourrissent de l'espace que tu leur donnes, de l'énergie que tu investis et de l'attention que tu leur accordes. Savoir fermer la porte à temps est l'art de leur enlever cet oxygène et de se rappeler que tout conflit ne mérite pas une réponse, car tout conflit ne vaut pas ta paix. La plupart des gens pensent que se retirer d'une dispute est un signe de faiblesse. Ils pensent que céder le dernier mot signifie perdre. Mais c'est le contraire. La personne forte n'a pas besoin de se prouver à chaque combat. La personne forte sait que sa dignité ne dépend pas de convaincre celui qui ne veut pas écouter. Fermer la porte n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas investir ton énergie dans ce qui ne construit pas. Marc Aurèle conseillait de filtrer ce qui mérite vraiment ton attention. Pourquoi te fatiguer à clarifier ce que l'autre a déjà décidé de ne pas comprendre? Pourquoi continuer à répondre quand les mots ont cessé d'être un dialogue et sont devenus des armes? Dans ces moments, la réponse la plus sage est de terminer la conversation fermement. Ce sujet n'a plus de sens. Je ne vais pas continuer si nous parlons sur ce ton. Ici, je ferme la conversation. Ces phrases ne cherchent pas à humilier, elles cherchent à protéger ta sérénité. Fermer la porte est un acte de pouvoir, car il marque une limite définitive. L'autre peut crier, insister ou faire pression, mais tu as déjà décidé de ne plus ouvrir. Cette décision change tout. Le feu perd son oxygène, la dispute s'éteint et le contrôle revient à toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. Celui qui sait se retirer à temps montre qu'il n'est pas lié à la nécessité de toujours gagner, mais à la nécessité de préserver ce qui vaut le plus, son calme et son caractère. Épictète rappelait que la liberté consiste à contrôler ce qui dépend de toi, et fermer la porte dépend seulement de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit ou fait,
Mais tu peux décider quand la conversation est terminée pour toi. Ce n'est pas perdre, c'est te libérer du jeu dans lequel ils essayaient de t'attraper. Dans la vie quotidienne, ce principe devient crucial. Des disputes familiales qui se répètent encore et encore, des débats professionnels qui tournent en rond, des personnes qui cherchent à te provoquer sans intention de résoudre quoi que ce soit. Si tu entres à chaque fois, tu perds de l'énergie. Si tu apprends à fermer la porte, tu conserves ton pouvoir. C'est comme prendre soin d'une ressource limitée. Ton temps et ta paix sont trop précieux pour être offerts à celui qui veut simplement t'entraîner dans son chaos. Sénèque disait que l'homme sage ne se fâche jamais avec les événements, car il sait qu'il ne dépend pas de lui de les changer. De la même manière, l'homme sage ne prolonge pas une dispute qui n'a pas d'issue. Il comprend qu'insister sur elle est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe l'eau que tu verses, il ne se remplit jamais. Fermer la porte, c'est accepter cette réalité et agir en conséquence. Cet acte génère aussi du respect. Quelqu'un qui ne sait pas se retirer montre une dépendance à la validation, mais quelqu'un qui dit « jusqu'ici » transmet indépendance et force. Le message est clair, je n'ai pas besoin de gagner cette dispute pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de t'imposer ma vérité pour maintenir ma valeur. Cette posture désarme et oblige les autres à reconnaître ton caractère, même s'ils ne l'admettent pas immédiatement. Apprendre à fermer la porte ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie être maître de soi. Cela signifie savoir quand un échange a cessé d'être utile et quand il est temps de protéger ton espace. 5. Sois ferme dans ton indépendance. Un arbre solitaire au milieu d'un champ ouvert semble fragile face au vent, mais c'est précisément cette solitude qui le force à enraciner plus profondément que tout autre. Il résiste aux tempêtes qui déracinent des forêts entières parce qu'il a appris à se tenir sans dépendre de ce qui l'entoure. Dans les discussions et dans la vie, il en va de même. Celui qui dépend de l'approbation des autres s'effondre au premier souffle, mais celui qui construit son indépendance devient une présence impossible à briser. Lorsque tu entres dans une confrontation avec le besoin de plaire, de convaincre ou de chercher la reconnaissance, tu as déjà cédé ton pouvoir. Tu deviens vulnérable parce que l'autre sent qu'il a entre ses mains la clé de ta paix. L'indépendance est le contraire. C'est répondre avec la certitude que ta valeur ne réside pas dans le fait qu'on te donne raison, mais dans le fait que tu sais qui tu es. Marco Aurelio le répétait, la tranquillité parfaite consiste à ordonner chaque action comme si c'était la dernière. Ne parle pas et n'agis pas pour plaire, agis selon ta vérité, selon ce que tu considères juste et ferme. Dans une discussion, cela se traduit par des réponses qui marquent clairement ta position sans demander la permission. C'est ton opinion, je maintiens la mienne. Je comprends ce que tu dis, mais je ne vais pas changer ce que je crois correct. Tu peux penser différemment, mais je ne vais pas bouger mes limites. Ces phrases ne sont pas de l'arrogance, elles sont de l'indépendance mise en mots. La dépendance émotionnelle ou intellectuelle dans un débat est une chaîne invisible. Elle te pousse à réagir pour ne pas décevoir, pour ne pas mal paraître, pour ne pas perdre l'acceptation. Mais le véritable respect naît lorsque tu montres que tu peux rester debout, même si personne n'applaudit. Cette fermeté inspire plus que 1000 tentatives de plaire. Dans la pratique, cette attitude est immédiatement perceptible. Si quelqu'un essaie de te manipuler avec des phrases comme « si tu n'acceptes pas cela, c'est parce que tu ne comprends rien » ou « si tu me respectais vraiment, tu serais d'accord avec moi », ta réponse ferme et indépendante change le cours des choses. Tu n'as pas besoin de crier, il suffit de dire « je peux te respecter sans être d'accord » ou « ton opinion ne change pas ma décision ». En restant sur ce point, l'autre comprend que le chantage émotionnel et la pression sociale ne fonctionnent pas avec toi. Sénèque avertissait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Cela s'applique aussi aux discussions. Moins tu as besoin de l'approbation des autres, plus ton caractère sera solide. L'indépendance te permet de ne pas être pris dans le va-et-vient des émotions des autres. Tu peux écouter, dialoguer, considérer, mais tu ne te brises pas parce que tu ne dépends pas du résultat pour te sentir complet.
Être ferme dans ton indépendance ne signifie pas être fermé ou incapable de changer d'opinion. Cela signifie que lorsque tu acceptes un changement, tu le fais à partir de ton choix conscient, pas à partir de la pression. Cela signifie que lorsque tu écoutes, tu le fais à partir de l'ouverture, pas à partir du besoin d'acceptation. Cette différence change tout, car elle montre que ton centre est en toi, et non dans les voies externes. L'indépendance est inconfortable pour beaucoup parce qu'elle les confronte à leur propre vide. Quelqu'un qui se tient sans soutien externe est perçu comme difficile à manipuler, et c'est précisément l'essence de cette leçon. Ne sois pas manipulable, ne sois pas une feuille emportée par n'importe quel vent. Sois cet arbre qui, bien qu'il semble seul, a des racines si profondes que personne ne peut le bouger. Pratiquer cette attitude dans chaque discussion te rappelle que tu n'es pas ici pour gagner l'approbation de tous, mais pour vivre avec cohérence. 6. Rappelle-toi que la véritable autorité naît de l'autocontrôle. Le feu le plus intense n'est pas toujours celui qui ravage tout sur son passage. Parfois, la véritable force réside dans la braise contenue, dans la flamme qui reste ferme, sans déborder, éclairant sans avoir besoin de détruire. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle, la capacité de contenir l'impulsion de réagir avec colère et de démontrer que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit ni de violence, car elle émane de la maîtrise intérieure. Dans une discussion, beaucoup pensent que le respect se gagne en criant plus fort, en imposant des mots avec agressivité ou en intimidant avec des gestes. C'est une illusion. Ce qu'ils montrent réellement, c'est leur vulnérabilité, car en perdant leur calme, ils cèdent le contrôle de la situation. L'autorité véritable ne s'impose pas, elle inspire. Et celui qui sait rester maître de lui-même, même si l'autre tente de le provoquer, transmet une force impossible à briser. Marc Aurèle a écrit que celui qui se domine lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des empires. Cette idée résume l'essence de cette leçon. Tu n'as pas besoin de vaincre l'autre dans la discussion. Tu as besoin de te vaincre toi-même au milieu du conflit. Chaque fois que tu choisis de contenir ton cri, chaque fois que tu réponds avec des mots fermes et clairs au lieu d'insultes, tu démontres que ton pouvoir ne dépend pas de l'extérieur, mais de ton caractère. L'autocontrôle agit comme un bouclier invisible. L'adversaire peut lancer des attaques verbales, il peut essayer de te déstabiliser, mais tes émotions restent fermes, sans ouvrir de fissures. Cet équilibre déconcerte parce qu'il rompt l'attente. Le provocateur attend du feu et reçoit de la sérénité. À ce moment-là, le contrôle change de main. Tu contrôles le rythme, tu décides du ton, tu définis comment se termine la scène. Épictète rappelait que tu ne peux pas contrôler ce que disent ou font les autres, mais tu peux contrôler comment tu choisis de réagir. C'est là la racine de l'autorité. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, il suffit d'une phrase ferme et calme. Nous pouvons parler mais sans crier « je t'écoute mais pas avec ce ton ». Si tu veux continuer, que ce soit avec respect. Dites calmement. Ces mots deviennent un coup silencieux qui montre clairement qui dirige la conversation. Sénèque appelait la colère une folie passagère. Celui qui se laisse emporter par elle perd la raison, perd sa dignité et devient prisonnier d'un élan. Pratiquer l'autocontrôle, c'est refuser de tomber dans cette prison. C'est choisir de garder la clarté même lorsque la situation semble déborder. Et cette clarté pèse plus que n'importe quelle menace, car elle montre que ta force ne dépend pas du moment, mais de ton intérieur. L'autocontrôle a aussi un effet contagieux. Dans un groupe, il suffit qu'une personne conserve sa sérénité pour que la tension commence à diminuer. Cette présence sereine agit comme une ancre, obligeant les autres à baisser le ton. Le calme ferme a un poids qui désarme plus que 100 arguments. La véritable autorité ne cherche pas à s'imposer. Elle se reflète dans la façon dont les autres ajustent leur comportement en te voyant imperturbable. Dans la vie quotidienne, ce principe peut tout changer. Au travail, face à une accusation injuste, ce n'est pas la fureur qui génère le respect, mais la réponse sereine qui expose les faits sans se troubler. À la maison, lorsqu'une discussion s'intensifie,
Ce n'est pas la voix la plus forte qui résout, mais celle qui sait rester ferme et poser des limites avec calme. Dans la rue, lorsqu'une personne essaie de te provoquer, ce n'est pas la réaction impulsive qui te protège, mais la capacité d'ignorer la provocation et de continuer ton chemin avec ta dignité intacte. Se rappeler que la véritable autorité naît de l'autocontrôle, c'est comprendre que la force la plus puissante n'est pas celle qui ravage. 7. Protège ton énergie comme ta plus grande richesse. L'or peut se perdre, les propriétés peuvent changer de propriétaire et les titres s'effacent avec le temps. Mais l'énergie intérieure est un trésor qui, une fois gaspillé, ne se récupère pas facilement. Pense à une lampe à huile. Si tu allumes la flamme pour chaque personne qui passe, tu te retrouveras bientôt sans lumière quand tu en auras le plus besoin. C'est ainsi que fonctionne la vie, et surtout les disputes. Chaque mot lancé sans contrôle, chaque réaction excessive et chaque tentative de t'imposer avec fureur est un gaspillage inutile de ta richesse la plus précieuse, ton énergie. Beaucoup entrent en conflit comme s'ils avaient des réserves infinies. Ils crient, insultent, discutent pendant des heures et finissent épuisés, l'esprit épuisé et l'âme brisée. Ils ne se rendent pas compte qu'ils offrent aux autres ce qu'ils devraient protéger avec plus de zèle. L'énergie ne se voit pas mais se ressent, et celui qui la gaspille dans des querelles stériles se retrouve sans force pour ce qui compte vraiment. Protéger ton énergie signifie choisir avec soin où tu l'investis. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, tu as deux choix, lui donner ta paix ou la conserver. La plupart tombent dans le piège et se vident en essayant d'avoir raison. Mais la véritable force réside dans le silence lorsque la discussion ne mérite pas de réponse, dans le calme lorsque les émotions veulent crier et dans le retrait lorsque l'autre partie ne cherche pas à comprendre, mais seulement à décharger son venin. Ce self-control ne te protège pas seulement, il envoie aussi un message puissant. Mon énergie n'est pas à ta disposition, je décide comment l'utiliser. Marc Aurèle conseillait de ne pas gaspiller son âme dans des affaires triviales, car chaque détour enlève de la force à l'essentiel. Il en va de même pour les disputes. À quoi sert-il de gagner un argument si, à la fin, tu perds ton équilibre? À quoi sert-il de prouver que tu as raison si tu finis épuisé d'énergie? Le sage n'est pas celui qui démontre sa puissance à chaque bataille. Le sage est celui qui conserve sa vitalité pour ce qui construit réellement sa vie. Épictète rappelait que tout ne mérite pas une réponse. Le sage choisit quelle voix écouter et quels bruits ignorer. Quand quelqu'un cherche à t'entraîner dans une dispute absurde et que tu choisis de ne pas céder, tu montres que tu valorises ta richesse intérieure plus que la satisfaction immédiate de répondre. C'est du respect pour toi-même, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que le dernier mot. Sénèque disait que ce qui use l'homme, ce ne sont pas les faits, mais sa façon de les interpréter. Une provocation ne peut te voler ton énergie que si tu décides de réagir comme on s'y attend. Si tu choisis de la regarder avec distance et de répondre avec sérénité, tu conserves ta force intacte. Et cette énergie préservée devient ton avantage, car elle te permet de continuer à avancer dans ce qui compte pendant que les autres se consument dans la flamme de leur propre colère. Protéger ton énergie ne signifie pas toujours éviter les disputes, cela signifie les gérer intelligemment. Il y a des moments où il est nécessaire de répondre, mais le faire avec calme évite le gaspillage inutile. Il y a des situations où se retirer est la meilleure victoire, car ce que tu ne nourris pas s'éteint. Et il y a des occasions où une seule phrase ferme et claire suffit pour clore le conflit sans dépenser plus que nécessaire. Dans la vie quotidienne, ce principe change ta façon de te comporter. Avec ta famille, tu apprends à ne pas répondre à chaque provocation, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Au travail, tu choisis de ne pas t'engager dans des disputes qui ne mènent à rien et tu utilises ton énergie pour montrer des résultats. Dans ton cercle social, tu comprends que tout le monde ne mérite pas la même quantité de ton attention et cela te donne de la liberté.